Bonjour à tous. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de recul. Je vais vous parler globalement de la démarche du projet, du programme en fait, en général. Et puis peut-être de nos expériences passées du coup dans ce programme-là et ce qui a amené à lui. Et ensuite, je passerai la parole à Anatole pour qu'il puisse vous parler de la suite du projet en tant que tel. Voilà, donc la démarche générale du programme Cyrus se veut itérative, c'est-à-dire qu'on est censé, sur un certain nombre de projets qui sont interdépendants les uns avec les autres, développer et démontrer, en fait, intégrer au fur et à mesure de nouvelles technologies. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce fantastique graphe, par exemple. Pour ceux qui ont travaillé sur des projets chez nous dernièrement, vous l'avez sans doute remarqué, que ce soit une minif, que ce soit une fusée expérimentale, on a des expériences du coup qui sont embarquées, et chacune de ces expériences est utilisée par rapport à un projet ultérieur dans cette démarche-là. Donc c'est l'intérêt principal de cette démarche, et c'est une démarche qu'on a mise en route, on va dire, à un moment donné, en se rendant compte de la nécessité de structurer nos projets dans le temps, et étant question de projets de grande taille. Donc, dans un premier temps, un petit peu d'histoire. Cette démarche ne vient pas de nulle part. Quelque part en octobre 2021, quelques étudiants de l'ASSO se sont dit qu'ils allaient participer à une campagne de tir donc, à l'international, UROC, donc pour ne pas la nommer, l'European Rocketry Challenge. Voilà, je parle de circonstances exceptionnelles puisque c'est presque un accident en fait qu'on soit arrivé sur cette campagne-là. C'est-à-dire que c'était un été où le Covid était tout à fait présent, où on voulait lancer donc une fusée billetage qui pour nous était un projet d'une très grande envergure déjà à l'époque. Et on s'est retrouvé coincé puisque la plupart des campagnes de tir, et notamment la française, donc le Seaspace, a été annulé. Le destin faisant les choses, entre gros guillemets, on s'est retrouvé donc à participer en octobre à Europe, donc la première édition, l'édition fondatrice 2020, et y représenter la France. Cette campagne a été très formatrice pour nous à beaucoup d'égards, puisque c'est notre première campagne internationale, effectivement. Elle nous a permis d'acquérir, on va dire, l'échelle des projets qui étaient faits à l'international, de sortir un petit peu de caverne de Platon, entre gros guillemets, dans le sens où on a pu constater qu'en fait, un projet n'avait pas à mesurer 2 mètres de haut grand maximum et avoir une apogée de 2 km, par exemple. On est arrivé donc en face à des équipes qui avaient des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui travaillaient sur des projets de moteurs liquides, de moteurs hybrides, bref, des gros projets. Et c'est donc une participation qui nous a permis de grandement ouvrir nos horizons et qui nous a amené 3 ans plus tard à participer avec Cyrus, donc le premier projet et le projet éponyme, on va dire, de ce programme, avec plusieurs objectifs plus définis pour le coup en relation avec cette campagne. L'idée générale, donc, c'était de poser d'abord une base technique, puisqu'on s'est rendu compte que les projets sur des campagnes internationales étaient d'une bien plus grande échelle que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Et l'air de rien, c'est pas forcément si simple que ça de faire une fusée de très grande échelle quand on part de projets qui font entre, on va dire, 1 mètre et 2 mètres de long. Ça demande toute une réflexion, toute une conception mécanique. Et le but de ce projet, donc, était de créer un démonstrateur qui permettait de valider son fonctionnement, valider notre manière de procéder pour des projets d'une grande échelle. Et aussi, donc, garder une certaine légitimité à l'international. Voilà. Donc, les enjeux étaient multiples. Et l'un de ces autres enjeux, c'était d'intéresser et de former en interne, puisque certains de nos membres aujourd'hui, Anatole notamment par exemple, en fait à la base étaient amenés vers l'assaut par leur participation à Euroc, puisqu'en fait l'air de rien c'est quand même une sacrée aventure de participer à une campagne de ce type-là. Et l'idée générale, voilà, était d'intéresser, était de stimuler la curiosité des différents membres de l'assaut, de telle manière à pouvoir les mettre sur des projets plus gros et à aller toujours plus loin. Donc, cette fusée Cyrus, qu'est-ce que c'était cette fusée de manière générale? En quoi consistait le projet? Globalement, on avait plusieurs objectifs qui étaient poursuivis. Comme je vous le disais, il y avait cette partie de démonstrateur sur toute la partie structure, puisqu'on a été amené à développer de nouvelles méthodes, que ce soit de la fabrication en composite, en faisant de l'enrôlement filamentaire en fibre de carbone, par exemple, que ce soit de l'usinage numérique, que ce soit simplement concevoir une architecture de grande taille d'une fusée qui pèse quasiment 30 kg, ce qui est quand même largement supérieur au projet qu'on a pu envisager jusqu'à présent. Évidemment, comme dans toute fusée, il y a aussi un système de récupération et des systèmes critiques, donc ce qu'on appelle le séquenceur, donc l'ordinateur de bord qui permet de déclencher le déploiement du parachute, et un système de récupération pneumatique qu'on a développé pour l'occasion. Enfin, dans l'optique, on va dire, de développer, donc déjà sur le long terme, un système de contrôle de la descente par parapente, on voulait recueillir des données, maintenir l'attitude de la fusée en roulis et réaliser des enregistrements panoramiques en termes de vidéo autour de la fusée pendant la phase ascensionnelle. Voilà. Globalement, sur ces objectifs-là, on est sur un
succès général avec quelques éléments donc, qui ont pêché cependant, heureusement, sinon on n'apprendrait pas. La partie démonstratrice, donc en termes de structure, a très bien fonctionné pour le coup. On était sur une fusée qui était rigide, qui était stable, qui aérodynamiquement a fait son vol et fait le vol qu'on lui demandait. La récupération a été partiellement couronnée de succès, dans le sens où si on reprend la trajectoire, donc le concept de mission qui était fixé ici, ce qu'on appelle le parachute frein, le drop chute, s'est bien déployé. Cependant, le parachute principal ne s'est pas déployé, pour des raisons qu'on ignore encore pour l'instant. Et enfin, donc la partie contrôle de descente, pardon, et plus généralement la partie système, n'a pas forcément été achevée au moment du lancement, ce qui nous a empêché de recueillir certaines données. Et donc voilà, après cette campagne-là, on a fini par rentrer, puis on a posé le constat qu'il serait nécessaire de faire ce qu'on appelle un rétex, donc un retour d'expérience, à savoir se poser avec toute l'équipe et identifier potentiellement les points qui nécessiteraient une amélioration. Donc un certain nombre de points ont été identifiés. Il y a une partie logistique, effectivement, où on a eu un certain nombre de soucis par rapport aux véhicules qu'on a utilisés qui ont créé pas mal de problèmes, mais qui nous ont notamment mis en retard en termes de timeline sur place. Et c'est probablement le pire endroit pour être en retard, en fait. Des problèmes de planification, effectivement, qu'on a identifiés aussi. De communication, qui nous ont été remontés. Donc, des problèmes potentiellement d'autonomie dans les membres et dans les sous-équipes de l'équipe, entre guillemets. Et voilà, peut-être un manque global de vision du projet. Et enfin, un truc qu'on a identifié, c'est en se rendant compte qu'une bonne partie des systèmes électroniques qui étaient censés être embarqués sur la fusée étaient soit en passe d'être achevés, soit complètement inachevés. On s'est rendu compte donc qu'on avait une certaine déficience sur la partie système électronique. Ce qui nous a amené à considérer un certain nombre d'actions correctives. Donc pour ce qui est de la communication, voilà, on s'est dit qu'on allait améliorer le passage des informations, mettre en place des vrais jalons, des réunions de suivi avec potentiellement un oversight, on va dire une espèce de supervision par des membres plus expérimentés. Pour ce qui est de la logistique, on s'est aussi dit qu'on allait mettre en place donc différentes redondances et qu'on aurait surtout une équipe qui était dédiée à ça, puisqu'en fait c'est un travail à part entière qui nécessite une grosse présence intellectuelle, on va dire, sur le moment. Et le problème, c'est que quand la plupart de l'équipe est concentrée sur les parties techniques ou sur les parties de gestion de projet, d'interaction avec l'organisation, c'est un secteur qui peut amener à manquer, malheureusement. Et enfin, sur la partie système, donc, une des décisions qu'on a prises, c'est dans notre démarche de développement, on va dire, dans le programme en général, créer un projet, un cycle de développement vraiment dédié au développement d'une électronique embarquée qui soit modulaire, universelle, histoire de poser en fait une espèce de fondation électronique pour la suite du programme, de la même manière qu'on l'a fait mécaniquement avec la fusée en tant que telle, avec Cirrus. Voilà. J'ai donc fini mon point sur ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Je vais donc passer le micro à Anatole pour qu'il puisse nous expliquer en quoi consiste le projet qu'on va poursuivre maintenant. Merci Alexandre, je te repasse le micro nul. Fantastique. Oui, du coup, merci pour cette introduction et cette partie Ritex. Et du coup, on va pouvoir passer à la phase 2 du programme de recherche et développement étudiant Cirrus avec la fusée sonde Cumulus. Donc du coup, Cumulus, va falloir qu'on change 2-3 trucs. Déjà, première chose, pas forcément importante, mais qui va sauter aux yeux, c'est un changement de taille. On passe d'une fusée qui avant faisait 3,14 m et 16 cm de diamètre à une fusée qui fait toujours 3,14 m, mais cette fois 20 cm de diamètre. Pourquoi ce changement de taille? Pour nous permettre en fait de faire une hybridation structure porteuse, treillis porteur, on en reparlera un petit peu ensuite. Globalement, nos objectifs plus macro, plus globaux sur le projet Cumulus, ça va être de rehausser la plus-value scientifique, c'est-à-dire essayer de faire autant de collecte de données, traitement embarqué que possible. Évidemment, améliorer le processus de récupération, puisque à l'heure où nous parlons, Cirrus est encore dans la pampa portugaise. Faire évoluer l'architecture et, si possible, ce serait quand même assez cool, réutiliser la structure de Cumulus pour faire plusieurs vols. Que ce soit plusieurs vols à Euroc ou plusieurs vols ailleurs. Si vous regardez, il y a le Seaspace 2025 qui nous regarde, le Seaspace 2026 aussi. Parmi les quelques mesures correctives du coup qui ont été tirées des leçons apprises du Ritex, l'équipe a été un petit peu plus formée en ce qui est en matière de création de fusées, de gestion de projet, de modélisation 3D, de conception électronique. On a décidé cette année
d'établir ensemble toutes les planifications du projet afin de s'assurer qu'il n'y ait pas à un moment une partie de l'équipe qui ne puisse pas travailler parce que, par exemple, il y a des examens ou d'autres rendus, stages, etc. Les réunions, cette fois, seront vraiment obligatoires. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait, entre guillemets, un peu de laisser-aller sur les réunions. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas être présent en réunion si jamais on avait un problème ou autre chose. Là, on fera en sorte de trouver vraiment un créneau où tout le monde peut être présent. Ça nous permettra de nous assurer que personne ne rate rien, que la communication fonctionne et que tout le monde a le même niveau d'information, en tout cas a la possibilité d'avoir le même niveau d'information sur le projet. Et enfin, quelque chose qui nous avait beaucoup manqué la première année, il y aura une équipe entière dédiée exclusivement à l'organisation avant, pendant, et techniquement un petit peu après aussi, l'événement. Du coup, ce projet va être réparti, on va dire. Toute notre équipe va être répartie en 4 grands pôles. Le pôle structure qui se chargera principalement de la mécanique de la fusée et de la fabrication de toutes les grosses pièces, on va dire. Le pôle récupération ou avionique, si on veut, qui va se charger de développer les parachutes et le système principal, les systèmes principaux. Le pôle expérience, c'est eux qui vont se charger de la fameuse plus-value scientifique rehaussée, qui vont se charger de la charge utile et de l'électronique globale de la fusée, donc très en lien avec le pôle récupération. Et enfin, cette fameuse dernière grande équipe, le pôle logistique, qui va se charger de l'intendance et de la gestion du projet et de l'événement surtout. Pour les objectifs du pôle structure, alors je vais vous laisser lire, il y a beaucoup de textes, mais globalement, on va faire des points assez rapides. Globalement, ce qu'on veut accomplir avec Cumulus en termes de plus-value structurelle, ça va être d'assurer une transparence aux radiofréquences avec une peau entièrement ou en partie transparente à ces fréquences-là pour nous permettre de faciliter la récupération. C'est quelque chose qui avait un petit peu pêché avec Cirrus. La fameuse hybridation treillis-peau-porteuse. Alors globalement, l'idée, ça va être de concevoir cette fameuse structure modulaire qui pourra nous permettre en fait une intégration beaucoup plus rapide. L'idée à terme, c'est de rendre l'intégration possible de toute la fusée de A à Z en environ 1 heure. Moins d'1 heure, ce serait bien. L'idée, globalement, ça va être peut-être d'avoir des rails à l'intérieur du tube du corps de la fusée sur lesquels on pourra glisser des modules par les différentes sections, puis ensuite assembler les sections ensemble, les visser ou autres, et s'arrêter là. Dernier élément du dernier objectif en fait du pôle structure, ça va être la conception d'un train d'aileron monolithique. Alors les trains d'aileron monolithiques, c'est un truc qui est, je ne vais pas dire qu'on est des spécialistes, mais c'est quelque chose vers lequel on se dirige de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a fait notre premier train d'aileron monolithique pour Cirrus, et on a refait un deuxième test avec Mnemonus, une mini-fusée expérimentale qui a été envoyée cette année au Seaspace en 2024. C'est une technique qui marche bien, et l'avantage, c'est qu'on fait des ailerons en composite de fibre de verre, fibre de carbone, ce qu'on veut, et en fait, on a beaucoup d'espace à l'intérieur. L'espace qui actuellement est laissé vide, on pourrait l'utiliser pour mettre d'autres choses. On pourrait mettre, comme je l'ai écrit ici, des capteurs, peut-être, ou avoir des actuateurs. On en reparlera. Ensuite, pour ce qui va être du pôle récupération, la sous-équipe récupération va devoir se charger de la conception, la réalisation, la mise en œuvre, tout ça, d'un ordinateur de vol. Ce fameux ordinateur de vol qui va reprendre une partie des leçons tirées de Mnemonus et de notre participation à Euroc en 2024. J'ai bien dit 2024, hein, pour concevoir notre ordinateur de vol qu'on va utiliser sur Cumulus et, j'espère, les autres fusées qui viendront après. Prévoir, alors créer, designer, réaliser les parachutes, j'ai bien dit les parachutes, puisque Euroc impose une récupération en 2 temps. Je le rappelle, alors pourquoi? Globalement pour éviter qu'on dérive trop loin si jamais il y a du vent, ou même s'il n'y a pas de vent d'ailleurs. Enfin, il n'y a jamais pas de vent. Donc un premier parachute, le parachute de freinage, et un second parachute, le parachute principal. Cette récupération en 2 temps, ça pose un vrai défi technique parce que le deuxième parachute, le principal, ne s'ouvre pas à l'apogée où il y a très peu de vitesse relative, donc très peu de vent, entre guillemets, qui peut causer une torche. C'est pourquoi
vu qu'on aimerait quand même bien récupérer la fusée, si jamais il y a un problème, il serait intéressant de développer un plan B pour essayer de récupérer la fusée intacte. C'est-à-dire que oui, la mission principale a été un échec, mais au moins on peut récupérer la fusée en un seul morceau, sans trop d'égratignure, pour récupérer les données et faire de l'analyse. Bien sûr, ce système de récupération en 2 événements, alors je ne vais pas dire que ça impose une récupération par la coiffe, mais ça suggère fortement une récupération par la coiffe. Pour Cyrus, le système de récupération par la coiffe était absolument énorme. Il prenait, il me semble il prenait peut-être un tiers de la fusée, c'était absolument démentiel. L'idée, ça va être de le compresser autant que possible et de le simplifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Prochain pôle, le pôle expérience, la fameuse plus-value scientifique, je le répète. Alors, petit truc bête comme ça, mais toujours intéressant, ça va être d'installer autant que possible des caméras embarquées. C'est quelque chose que fait énormément SpaceX, c'est quelque chose que s'est mis un peu à essayer de faire, en tout cas, l'Agence spatiale européenne avec les caméras embarquées pour le vol d'Ariane 6, et ça marche super bien. Ce qu'il nous faudrait, du coup, c'est des caméras qui nous permettent de voir à côté du moteur la flamme, où va la fusée, le côté, peut-être aussi l'ouverture des parachutes, pour pouvoir confirmer que les parachutes sont ouverts, confirmer que le parachute n'a pas fait de torche. Toutes ces caméras embarquées, c'est pas juste pour nous permettre de faire de la com, ça a vraiment un intérêt. Il y a plein d'éléments que l'on ne peut pas simplement, il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas simplement valider avec des capteurs simples entre guillemets. Vérifier que le parachute n'a pas fait de torche. Tel quel, là, j'ai du mal à connaître, à avoir un capteur qui me vient en tête pour le vérifier autre qu'une caméra avec une vérification visuelle. Ensuite, du coup, ce dont on avait peut-être déjà parlé, vous avez peut-être déjà entendu en parler, en tout cas si vous êtes à l'ESIA, c'est les Smart Tubes. Alors les Smart Tubes, c'est un nom un petit peu pompeux pour simplement dire intégrer des capteurs à l'intérieur des tubes, par exemple des capteurs de cisaillement, ou des coursives de câbles pour vraiment faire en sorte qu'on tire parti au maximum de ces tubes en composite que l'on fait, parce que pour l'instant, certes, ils sont très légers, très résistants, et on peut leur donner la forme qu'on veut, c'est top, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin et avoir beaucoup plus d'informations sur la fusée, comme toutes les contraintes en vol en temps réel. Et enfin, un des objectifs du pôle expérience, ça va être d'encourager la collaboration académique avec d'autres clubs, qu'ils soient français, européens ou internationaux encore, pour essayer de leur offrir une place de charge utile à bord. Actuellement, c'est ce qu'on fait en 2024. On a un partenariat avec nos amis allemands de chez Tutsat, qui nous offre une place de charge utile de 2 unités de CAMSAT cylindriques dans leur fusée. C'est ce qui va nous permettre de tester notre ordinateur de vol. Et on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas cette tradition. Il faut faire des partenariats avec d'autres clubs. Et ça va être un des objectifs du pôle expérience. Dernier pôle, et pas des moindres, du coup, le pôle logistique. Alors, c'est probablement le nom qui fait le moins rêver, mais il a un travail qui va être très important et surtout de tous les instants, globalement. Premier élément, il va devoir se charger de l'hébergement et de la restauration. Donc, ça va être réserver le logement, s'assurer que le logement existe bien, qu'il est bien réservé, qu'on va pouvoir dormir dedans. Ça c'est important. On sous-estime l'importance de cet élément-là. Et aussi pouvoir gérer du coup tout ce qui va être nourriture sur place, donc qui mange quoi, quand, comment, et s'assurer qu'on n'ait pas un risotto avec 3 tonnes de poivre, de la nourriture qui disparaisse dans des gouffres innommables. Enfin voilà, que tout le monde puisse manger à sa faim et qu'il n'y ait pas de problème. C'est important pour maintenir le moral de l'équipe et s'assurer en fait que tout le monde soit efficace dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, transport et voyage. Alors, il faut savoir que tout le monde ne partira pas forcément de la même façon à Euroc. Il y aura des personnes qui partiront en avion, il y aura d'autres personnes qui partiront en voiture, en camionnette, d'autres façons. Il faut le gérer. Il faut savoir qui va où, comment on le récupère, comment on rassemble tout le monde et comment est-ce que tout le monde repart. Il faudra aussi prévoir la navette entre le lieu d'hébergement, la zone de lancement, l'espace d'assemblage, tout ça. Et dernier élément, mais pas des moindres, c'est la partie communication. Alors le discours est un petit peu propagandiste, là, que vous pouvez voir sur la slide, mais c'est important effectivement.
UROC, c'est UROC 2020 qui a effectivement fait d'Eresia ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est UROC 2023 qui nous a fait revenir un petit peu sur le devant de la scène, en tout cas de l'aérospatial étudiant français, j'ai envie de dire. UROC, c'est important pour nous. Il faut qu'on le fasse comprendre et il faut que tout le monde le comprenne bien. Ça passe par la communication. C'est important que ce soit pour nous, pour nos recrutements et pour les sponsors. Donc la communication, c'est quelque chose à ne pas négliger. Petite overview, petit détail, on va dire, de la timeline globale du projet. Alors là, vous voyez à peu près les différentes grandes échéances, principalement les échéances scolaires, mais pas que l'on va avoir tout au long du projet. Première étape, entre guillemets, première grande échéance, ça va être la rentrée de l'ESIA en septembre 2024. Ça va être le début des projets académiques, des PST et des CAP projets, et l'ouverture des inscriptions pour les projets de Planète Science. C'est à ce moment-là qu'on va devoir se positionner en termes de projet sur tout ce que l'on a envie de tester. Comme Alexandre le disait tout à l'heure, on a pris l'habitude de segmenter le gros projet en plein de petites sous-parties à tester dans des projets annexes. C'est à ce moment-là avant ça qu'il va falloir se décider, et à ce moment-là qu'il va falloir enregistrer ces projets et le proposer à des équipes qui ont envie de le faire. Ensuite, en octobre 2024, on va avoir UROC 2024. On y participe, comme je le disais, avec ToutSat, sous la forme de notre CANSAT Oignon, qui va tester notre nouvel ordinateur de vol modulaire, résilient, robuste, efficace, tout parfait, tout beau, tout propre. Ensuite, en juillet 2025, c'est le début du deuxième semestre, ce qui veut dire que juste avant, il y a eu les examens. Donc les personnes sont un peu moins disponibles dans cette période. Et c'est le départ des 3A à l'étranger. La RCE2 et la RCE3 sont proches. Il faut que les projets à ce niveau-là soient très très bien avancés, voire terminés, ce serait fantastique. Prochaine étape, juillet 2025, le C-Space. C'est la validation des mini-projets de l'année. Donc, il faut s'assurer que tout ce qu'on avait à tester a été bien mis en œuvre, faire le traitement de données assez rapidement et en tirer les leçons qu'on doit en tirer. Et ensuite, dernière étape, le Saint Graal, UROC 2025, si on est pris, ce qui n'est pas gagné, ça serait notre participation espérée avec la fusée sonde Cumulus. Allez, on rentre un peu plus dans le détail. Maintenant, la première étape du coup de tout notre travail, ça va être travailler sur Oignon et la CAO. Alors, Oignon, je rappelle, c'est notre CANSAT de Génité qui va partir en octobre 2024 à UROC. Le but, c'est de tester un ordinateur de vol modulaire, performant, robuste, efficace, tout ça, insérer l'intégralité des adjectifs qualificatifs que vous souhaitez, du moment qu'il soit amélioratif, si possible. Si possible. Ça va être un travail qui ne va pas être extrêmement facile. On a un temps qui est assez court pour le développer et une base qui n'est pas parfaite. Par contre, l'avantage, c'est que on en discutera en deuxième réunion après. C'est une architecture qui est assez simple et vu l'avantage du modulaire dans ce cas-là, c'est qu'en fait, n'importe qui peut prendre une toute petite partie du projet, le développer en solo de son côté et après, l'intégration devrait se faire toute seule. Je mets des gros guillemets sur se faire toute seule parce que je sais que je vais passer un temps terrible à essayer de faire que ça fonctionne, mais au moins sur le papier ça fonctionne et c'est déjà un bon début. Toujours dans un premier temps, mais en parallèle de cela, il y aura la CAO. On ne se lance pas dans la création d'une fusée, surtout pas d'une fusée sonde de cette taille, sans avoir fait de CAO. La CAO, je rappelle, conception assistée par ordinateur, ça va être toute la planification en termes de taille. En fait, c'est globalement l'élaboration du cahier des charges appliqué à de la modélisation 3D. On va définir la taille que vont avoir chaque section, si possible, comment est-ce qu'elles vont s'interfacer entre elles, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir se dire après qu'est-ce qu'on va rentrer dans la fusée. On design d'abord le véhicule avant de définir ce qu'on va mettre dedans. À peu près. Avant de contraindre ce qu'on va mettre dedans. Deuxième étape va être la réalisation, ça va être la grande réalisation mécanique. Donc là, ça va être fantastique, on va tous grouiller dans la cave à essayer de faire des trucs. Donc ça va être à ce moment-là qu'on va réaliser
Ouais, il est très directionnel ce micro. C'est à ce moment-là qu'on va essayer de réaliser les tubes, notamment. Et voilà, comme je le dis, R&D sur les composites, puisque du coup, on a encore un petit peu de travail à faire dessus. Et donc, la réalisation made in Eresia de nos tubes. Et toutes les pièces que l'on ne peut pas faire nous-mêmes, on va devoir les sous-traiter à des entreprises partenaires, j'espère. Sinon, ce sera des entreprises pas partenaires. Ou alors, on essaiera de s'entêter comme des gros teuteux à essayer de le faire nous-mêmes. On verra ce que ça donne. Des fois, ça marche et c'est surprenant. Deuxième étape, du coup, toujours, ça sera de la partie expérience. C'est à ce moment-là, en fait, où toute l'équipe expérience pourra rentrer en action. Ça va être, du coup, tous les tests à faire, toutes les vérifications des choses qui vont pouvoir être intégrées dans les tubes. Donc, c'est pour ça que ça se fait en même temps que la mécanique, parce que s'il faut faire une navette de finalement, on comptait faire ça, ça marche pas, il faut corriger, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, ça ne sera pas après. Troisième étape, ça va être l'événement en tant que tel et du coup la communication autour de l'événement. Donc pendant l'événement, il va falloir que toute l'équipe technique soit extrêmement concentrée, disponible, motivée évidemment, et qu'elle n'ait pas autre chose que l'événement à penser. C'est un peu le rôle de l'équipe logistique et je la remercie d'avance pour le travail fantastique qu'elle va faire, je n'en doute pas. Deuxième partie, va y avoir du coup troisième étape, toujours en même temps, la communication. Je triche un peu puisque techniquement la communication c'est un travail qui va devoir être fait avant, pendant et après. Avant pour parler un peu de qu'est-ce qu'on compte faire. Pendant pour dire qu'est-ce qu'on fait actuellement, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. Et après pour faire vraiment le retake, c'est-à-dire voilà, on voulait faire ça, ça s'est bien passé, on voulait faire ça, ça s'est mal passé, voilà ce qu'on en retire, voilà ce qu'on va changer. Ça va donc conclure à peu près cette première partie de notre réunion conférence sur le programme Cirrus, sur la suite du programme Cirrus et donc la présentation de la fusée sonde Cumulus. Je vous remercie tous d'y avoir assisté. Si vous avez des questions, ça va être le moment où vous passez le micro. Merci.